Si tu mets 9 femmes enceintes d'1 mois, ils vont pas te faire un bébé dans un mois. Ben, mais il y a quand même des limites. T'sais, si on dit, ben, on va peinturer la pièce, on va mettre un peintre, ça va prendre une journée. Ben, on va en mettre 2, ça va prendre une demi-journée. On va en mettre 4! On va en mettre 8! Mais à un moment donné, les 8, à un moment donné, il y a une limite. Là, ouais. Puis lui, le décideur, dit, ça va être ça la date. Pourquoi? Ben, parce que ça détermine son budget en même temps. L'argent et le temps, ça va ensemble. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Pierre. Excuse, je ne veux pas te déranger pendant que tu travailles très fort. J'ai une question pour toi. Vas-y donc. Pourrais-tu me dire, tu sais, ballpark, là, combien de temps l'épisode va durer? Je sais pas. J'ai besoin de ça pour là. Pourquoi t'as besoin de ça? Ben j'en ai besoin, pose trop de questions, là. Mais là, tu veux savoir combien de temps l'épisode va durer ou combien de temps ça va nous prendre pour l'enregistrer? As-tu vu le plan? Oui. T'as vu le plan? Hein? Oui. Ça, c'est le roadmap de l'épisode. Oui, je viens de le voir. Tu me dises combien de temps ça va durer? Moi, je pense que l'épisode va durer 50 minutes. Bon, fait que c'est parfait. J'ajoute 30 minutes. Combien de ressources ça prendrait pour avoir un show de 30 minutes au lieu de 50? Ah, moi, je pense que si tu ajouterais 2 animateurs, on pourrait réduire ça à 30 minutes. Je me rendais pas compte de l'absurdité qu'on est en train de sortir, là. Jusqu'à temps que tu ajoutes 2 animateurs pour aller plus vite. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Hey, on en a des papiers pour vous autres aujourd'hui parce que c'est un fléau qui nous touche tous, n'est-ce pas? On va parler d'estimer du travail. Oui. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, surtout ceux qui ont besoin de les estimer, puis c'est pas parce qu'on vous aime pas, OK? Un estimé, par définition, ce n'est pas exact. Si c'était exact, ça serait une certitude. Oui. Si vous voulez des certitudes, dites que vous voulez des certitudes, OK? Les gens vont vous bullshiter un petit peu plus, ils vont mettre 4 fois le buffer, mais au moins, ils se mettront pas dans le trouble. Ah, les estimés. Combien de fois t'as estimé dans ta vie? Tu peux m'estimer le nombre de fois que t'as estimé dans ta vie? Ouf, écoute. J'ai été développeur dans une autre vie, donc tous ceux qui ont été développeurs le savent. On se fait demander des estimés. Oui. Combien de temps ça va prendre, Pierre? Combien de temps? C'est pas de notre faute si tu donnes pas le bon chiffre. C'est de la tienne. Ben, écoute, déjà c'est mieux se faire demander à nous, le développeur, que quelqu'un d'autre fasse l'estimé à notre place. Parce que ça, je vois ça fréquemment. Fait que prédire l'avenir, mais l'avenir qui est prédit par quelqu'un qui fera pas le travail, c'est pire que demander à quelqu'un qui fait le travail de prédire l'avenir. Exact. Vous vous rendez compte de l'absurdité de ce qu'on dit en ce moment? Ben, c'est ça. Mais je vous raconte une anecdote. Moi, comme développeur, là, plusieurs années en arrière, évidemment, c'est pas comme si je tourne les pouces. Là, je suis occupé à développer quelque chose. Puis là, soudainement, le gestionnaire vient me voir puis il me dit quand tu auras fini ça, là, j'ai autre chose pour toi. Là, c'est rush, comme on dit. Là. Ouais. C'est important. Très important. Il y a quelqu'un qui crie fort puis qui a raison, qui l'a demandé. Ben, c'est surtout que on a oublié que ça existait puis on te le demande en retard, mais il y a encore moyen de sauver les meubles si tu travailles 70 heures par jour. Donc là, on me tend le document puis on me dit, ben, peux-tu m'estimer combien de temps ça va te prendre? OK, parfait, je vais te faire ça, pas de problème. Non, mais là, j'en ai besoin maintenant, là. J'ai besoin de ça maintenant. OK, je regarde ça rapidement, là. Il y a 3-4 pages, je lis ça en diagonale. Ça devrait me prendre 3 jours, là, à peu près, quelque chose comme ça, là. OK, parfait, je te donne 2 semaines pour le faire. Il a mis du buffer, il est fin. Puis? Ben, ça m'a pris 3 semaines. Non, mais là, Pierre, t'es pas un bon Comment ça se fait que ça t'a pris 3 semaines? Tu m'avais dit 3 jours, je t'ai donné 2 semaines, ça t'en a pris 3. Ben, il y a une chose super importante. Il y a une différence entre combien de temps ça va me prendre en temps travaillé, puis quelle période de temps ça va me prendre pour
exécuter ce travail, ce temps travaillé. Mon 3 jours, il a été étalé sur 3 semaines. Il aurait pu être étalé sur 2 semaines. Il aurait pu être étalé sur 1 semaine. Mais ça dépend de ce qu'il y a autour. OK, fait que là, tu parles de... Il y a des meetings, il y a des activités d'équipe. Et il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets. OK, fait que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une différence entre le temps pour lequel tu es 100% sur ce projet-là. Ouais. Et, OK, fait que oui, ça peut prendre 3 semaines à faire, mais que j'ai 2 heures par semaine à mettre dessus. Exact. OK, Exact. je comprends ce que tu veux dire. Et souvent, quand on demande des estimés, on se fie au temps, donc au temps travaillé, puis on colle ça en se disant, ben, OK, calendrier. Il m'a dit 3 jours, ben dans 3 jours, ça va être fini. Mais attends, c'est parce que je l'ai pas commencé, là. Je le commencerai pas aujourd'hui. Probablement, je le commencerai pas demain. Peut-être que je vais le commencer lundi prochain. Mais ça va être 3 jours à partir de la prise en charge. 3 jours. Mais là, si je suis concentré dessus à 100%, là, si je travaille sur 3-4 projets en même temps, ben c'est sûr que ça prendra pas 3 jours calendrier. C'est-tu des 3 jours de 8 heures que tu donnais, j'espère, pas des 3 jours de 24 heures, hein? Effectivement. Puis évidemment, bon, comme n'importe quoi, des estimés, c'est un outil. Puis souvent, c'est ce qu'on fait avec, hein? Puis il y en a qui font un peu n'importe quoi avec des estimés. Genre, ça va prendre 3 semaines. OK, je leur dis que tu vas avoir fini ça dans 3 semaines. J'ai dit 3 semaines à partir du moment où je commence. Ben oui, hein? Pas dans 3 semaines. Ça m'est déjà arrivé, moi. Ah, hein? ouais. J'ai dit 3 semaines, fait qu'ils ont compris, ils ont mis une date dans 3 semaines. L'équipe est pas là, pas toute là, le garçon là. Donc, puis, hey, tu sais, la blague que t'as faite tantôt, que c'était pas scripté, là, combien d'animateurs on peut ajouter? C'est quoi ma blague préférée de chargé de projet? Vas-y donc. Fait qu'il y a très longtemps, et ça se trouve encore en ce moment sur Internet, OK, sur Reddit, il y avait un AMA. C'est quoi? Ask Me Anything. Ask Me Anything. C'était 2 scientifiques de la NASA qui venaient répondre à des questions des fans de la NASA ou ceux qui ont un intérêt scientifique pour l'exploration spatiale, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a une des questions dans la foule qui est selon comment vont les choses en ce moment, puis là, on s'entend, là, ça date de 2008-2009, là. Ouais. Quand est-ce qu'il va y avoir des humains sur Mars? Fait que les experts de la NASA ont répondu, ben, tu sais, si ça va comme on pense, selon les plans, etc., ben, ça va être les alentours de 2028 à 2032. Ben, c'est pas loin, dans 4 ans. Et, pour nous, maintenant, dans 4 ans, mais à l'époque, c'était 2007-2008. 2007-2008, genre. Fait que c'était une vingtaine d'années. Dans 20 ans, ouais. Puis là, c'était en fonction d'études des découvertes qu'on va faire, etc. Il faut que les gouvernements aussi appuient des budgets, tu sais. Fait que si ça va bien. Fait que d'ici 2030. Et il y a un comique je m'excuse, je sais que c'est pas toi, Nicolas Cavillon, mais j'imagine juste toi poser cette question-là. Fait que prends-les comme tu veux. Qui est allé dire... Oui, mais là, je suis un chargé de projet. Combien de ressources faut mettre sur ce projet-là pour qu'on puisse y être en décembre? Fait que l'idée là-dedans, c'est que c'est pas juste une question de mettre du monde sur un problème. Il y a, tu sais, c'est comme, il y a une autre blague, hein, qui est, si tu mets 9 femmes enceintes d'1 mois, ils vont pas te faire un bébé dans un mois. Ah, mais non, c'est ça. OK? Mais, tu sais, il y a des étapes qu'il faut faire, puis tu peux pas toutes les faire en même temps au début. Mais ça dépend aussi de la complexité du travail, parce que, tu sais, on pourrait dire dans d'autres domaines, c'est relativement simple, tu rajoutes du monde, puis ça marche. Des fois, oui. Ben, mais il y a quand même des limites, tu sais, si on dit, ben, on va peinturer la pièce, on va mettre un peintre, ça va prendre une journée, ben, on va en mettre 2, ça va prendre une demi-journée. On va en mettre 4, on va en mettre 8. Ben, à un moment donné, les 8, à un moment donné, il y a une limite, là, tu sais. Mais, dans certains domaines, tu rajoutes plus de machines dans une usine, normalement, tu devrais en produire plus. Surtout si c'est bien rodé, qu'on est habitué de le faire. La plupart si c'est simple. Hein, la plupart, parce que si on est habitué de le faire, là, on va parler de Kanban un petit peu, là. Ouais. Je veux dire, regarde, là, tu veux sortir, t'as une usine qui fait des crayons de cire. Tu sais pas mal combien de crayons de cire ça fait dans une journée, cette usine-là? Ben, ça dépend de la couleur. Ça dépend de la couleur, mais tu sais, tu comprends. Si je te demande quand est-ce que je peux avoir ma livraison de 100 000 crayons de cire, ben, t'as un historique, puis tu te bases là-dessus. Ben, ça, dans le domaine manufacturier, il y a un modèle de prédiction là, qui est facile, là, tu sais, dans le fond. On connaît la cadence d'une usine. Ouais. On sait combien d'heures par semaine, par mois, elle est ouverte, elle est active.
Puis on peut extrapoler, on peut dire, ben, nous, notre usine de crayons de cire, imagine on produit 100 000 crayons de cire par mois. Ben, après, on peut comparer avec les besoins du client. Si le client dit, ben ouais, mais moi, j'ai besoin de 200 000 d'ici la fin du mois, ben, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans les délais pour le client. Donc, c'est facile parce que c'est pas de l'estimation. Non, c'est ça. C'est des mesures. C'est des faits. Mais quand on demande des estimés, on ne demandera pas un estimé à une usine qui a un historique puis qu'on sait combien elle produit. Quand tu demandes un estimé, c'est pour quelque chose que tu sais pas trop comment faire. Ben, c'est ça. Donc, quand on travaille dans un monde complexe comme le développement logiciel, différents types d'ingénierie... C'est des domaines de créativité, souvent. Il faut que tu crées quelque chose qui n'existe pas. Il faut trouver des solutions à des problèmes, puis la solution n'existait pas jusqu'à maintenant. Et c'est très, très, très rare dans ces domaines-là qu'on va faire exactement 2 fois la même chose. À chaque nouveau développement, c'est nouveau. On fait des nouvelles choses. Sinon, surtout en informatique, on pourrait juste faire du copier-coller puis ça marcherait. Mais quand on développe des fonctionnalités dans un système, on a beau l'avoir déjà développé ailleurs, dans une autre organisation. Dans un autre contexte. C'est dans un autre contexte, c'est un autre système. C'est pas les mêmes connexions, c'est pas les mêmes bases de données, tout ça. Ben, c'est nouveau. Fait qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un demander un estimé, moi, ce que j'entends dans ma tête, c'est quand Numérobis dans Astérix et Cléopâtre se fait dire « Tu as 3 mois pour construire le palais. Et 3 mois, mais avec combien de temps de retard? » Ouais, c'est bon. Bon, OK. On a une pire mise en contexte, Pierre. Oui. On sait de quoi qu'on va parler, mais en fait, non, on ne sait pas encore. On va entre autres parler d'estimer, mais on va parler des façons dont qu'on peut utiliser pour estimer. Et il n'y en a aucune là-dedans qui est exacte. Parce que estimer, c'est une science un petit peu du hasard. Mais on va regarder, il y a un petit peu de science au travers qu'on peut mettre. Ouais, mais c'est presque comme tirer quelqu'un aux cartes. Ben, exact. Donc, mais comme d'habitude, Pierre, avant, on va vous rappeler que cet épisode, magnifique épisode, qui vient vous scratcher une de vos démangeaisons quotidiennes, est permis grâce à notre gang de Patreon, de patrons, hein, de nos patrons. Nos patrons. Ouais, grâce à notre compte Patreon. Donc, c'est patreon.com/GoPirate Canada. Qui est-ce qui s'abonne à ça? Ben, des gens, qui veulent qu'on continue, qu'on fasse le show. Aussi des gens qui se sentent un peu seuls dans le monde du travail et qui se sentent peut-être incompris, qui ne trouvent pas leur place. Moi, Pierre, j'ai rejoint Maurice parce que je trouvais pas ma place. Ben oui. On a fait une que je pouvais manier comme je voulais. Et on parle beaucoup de technologie parce qu'il y a pas mal de gens en technologie sur le Discord de GoPirate. C'est une communauté en ligne. Et ça arrive assez souvent qu'il y a des petites montées de lait de maudit que je t'ai écœuré de me faire demander des heures. Puis puis après ça, c'est pas ça qui arrive. C'est pas de notre faute, mais c'est ça. Donc écoutez, si vous voulez venir chialer avec nous autres, c'est patreon.com/GoPirate Canada. Exact. All right. Publicité honteuse étant derrière nous. Là, on va voir plusieurs méthodes. On vient pas mal d'en parler, mais la méthode traditionnelle. Ouais, puis là, moi, ça me bug le mot traditionnel. Parce que c'est une tradition, Pierre. Une tradition, ça se transmet de génération en génération autour du feu, à travers des histoires, puis des écrits, tout ça. Je vais plutôt parler de méthode conventionnelle. La convention. Remarque que des fois, moi, j'ai envie de mettre le feu. Je sais pas si ça compte. Fait que la convention, c'est de demander aux gens combien de temps ça va te prendre pour faire ce travail-là. Ah, avec combien de mois de retard? Fait que c'est un petit peu ce qu'on a décrit et c'est probablement ce qui est le plus répandu, je vais dire. Combien de temps ça va te prendre? Parfait. Et donc là, quand on a un gros projet, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à toutes les ressources, entre guillemets les ressources, là, parce que les humains, c'est des ressources. J'aime pas qu'on appelle l'humain ressources, mais je sais. Tu fais exprès. Hein? Oui. Et donc, on va demander à nos gens, pour chacun de leurs morceaux à eux, combien de temps ça va leur prendre. Donc là, on fait la somme de tout ça. C'est ça. On prend pour acquis que juste mettre les morceaux back à back, c'est correct. Exact. Et donc, on met ça, on peut même mettre ça sur un timeline parce que là, on le sait, on est brillant, on sait qu'il y a des dépendances. Fait que des fois, il y a des choses qu'il va falloir finir avant d'autres, puis
Fait que là, on met ça sur un fichier Excel. On fait même les blagues, mais c'est pas fou, là. Non, c'est pas fou. C'est conventionnel parce que souvent, ça a marché par le passé. Ben, ça marche dans des systèmes simples. Et connus. Donc, on connaît ce qu'il faut faire. Donc, si, par exemple, la construction, la rénovation, tout ça, bon, là, je vous entends, ouais, mais là, c'est pas simple. Ben, c'est plus simple que la technologie parce que imaginez, quand on fabrique des maisons, ben, les matériaux, c'est toujours les mêmes matériaux. Le résidentiel, il y a du bois, il y a de la brique, bon. Des termites, puis des coquerelles. Oui. Puis dans le plus industriel, on parlait d'acier, puis de... Bon. Mais bref, les matériaux changent pas, la main-d'œuvre, elle est abondante. Ben, on peut parler on rentrera pas dans la pénurie de main-d'œuvre, mais on va dire que la main-d'œuvre, elle est là, tu sais. C'est pas des ingénieurs, là, qu'on cherche, là, pour faire des... Ben, on cherche des bras, souvent, majoritairement. Bonne formation. Majoritairement. Il y a peut-être des architectes, des ingénieurs impliqués, mais majoritairement des bras. Donc, dans un domaine simple, c'est beaucoup plus facile d'être prévisible et d'être linéaire dans notre livraison, dans notre développement, étape par étape. Dans un domaine complexe, en logiciel, en ingénierie, souvent, il y a des imprévus, il y a des choses, des inconnus. Autant que les gens qui demandent ont peut-être la difficulté à exprimer ce qu'ils ont vraiment besoin. Ou des fois, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils demandent. Exact. Ou les gens qui reçoivent la demande ont de la difficulté à comprendre. Et donc, ça prend de la conversation et ça prend du temps. Et là, il y a des dépendances. Il y a des imprévus. Il faut que ça se connecte avec un autre système qu'on ne connaît pas du tout et qu'on ne maîtrise même pas, c'est chez le client. Exact. Alors, on entend des affaires comme ça. Donc, de faire la somme de tous les petits bouts, puis de dire, ben voici, ça devrait nous prendre 6 mois, 12 mois, 18 mois. Faire tout. À date, ça va, là, tu sais, on s'entend, c'est une méthode qui se tient, mais là où ça blesse, c'est quand on dit ce chiffre-là à un décideur, puis lui, le décideur, dit, ça va être ça, la date. Pourquoi? Ben parce que ça détermine son budget en même temps. L'argent et le temps, ça va ensemble. Puis, il s'est fait dire que c'était ça la date, des fois. Hein? Des décideurs se font décider, des fois. Puis que sa tête va sauter sur le bio, si c'est pas cette date-là. Exact. Ça arrive. Exactement. Et là, la question, c'est comme, OK, fait que tout est coulé dans le béton. Il y a le périmètre du projet. On sait qu'on veut tout ça. Ouais. On a une date. On a un budget. Ça veut dire que on peut pas t'en ajouter du monde, hein, parce que ça coûte cher du monde. Fait que qu'est-ce qui nous reste à sacrifier, Pierre? Ben... La qualité. On va te jambonner ça. Jambonner. Ben, c'est souvent ça qui va arriver, parce que là, quand on arrive à la fin là d'un projet, d'un long projet, on veut que ça se termine, on veut livrer, on commence à arriver au fond du baril, hein, on va manquer de sous bientôt. Qu'est-ce qu'on coupe? Ben, on coupe les coins ronds à la fin du projet. On va commencer à peut-être, tu sais, on avait des phases de tests qu'on voulait faire. On va mettre ça de côté. Ça la veille, on va se croiser les doigts. Ah, on déploie ça, là. Hey, ça marche sur mon ordinateur. Ça devrait marcher chez le client. Le client qui a un Commodore 64. Donc, l'affaire, c'est qu'il faut faire attention avec ces estimés de temps. Combien de temps ça va vous prendre, puis on additionne tout ça. Il y a une marge d'erreur importante. Oui. Puis c'est pas parce que les gens sont paresseux, là. OK. Qu'il y a une marge d'erreur importante. Tu sais, mais le pire là-dedans, je pense, c'est quand tu te fais dire une date. Ça, c'est pire. Toi, t'es un de ceux qui a les bras dans le cambouis, là. Ouais. Puis que tu le sais que ça arrivera pas. Il n'y a aucune possibilité que ça arrive. Mais, parce que ça crée ce qu'on appelle une death march. Ça veut dire un projet voué à l'échec dès le départ. On va te demander de faire des heures supplémentaires, mais toi, tu sais que tes heures supplémentaires vont faire en sorte que tu t'en sortiras quand même pas. Ben oui. Et ça fait que écoute, j'en ai déjà vécu une death march. J'ai levé le flag bien avant que ça soit, OK, tu vas perdre du monde, mon ami. À la fin du projet, la moitié de l'équipe était partie. La moitié de l'équipe, c'était une équipe de 12. Ça fait mal. Ben, c'est clair. Fait que comment il a été le projet, vous pensez, avec 6 nouveaux à la fin? On l'a livré pareil. 75 heures semaine. Ben, écoute, moi, ça me surprend pas. J'exagère peut-être. Non, attends un peu. Oublie pas, ça va te couper encore ça, là.
75 heures, je suis pas mal certain que j'ai déjà fait... Une semaine, j'ai fait des 12 heures, man. Anyway. Ça se peut. Tu vas recommencer. Non, 75 heures semaine, puis là, on continue la discussion. I stand by it. C'est bon. Fait que ouais, on a perdu du monde. J'étais brûlé. Je sais pas pourquoi. Hein? J'ai pris des vacances non négociables. J'ai dit je rentre pas demain, puis j'ai pas demandé la permission. Moi, j'ai travaillé une fois sur un projet, OK? On commence, c'est jour 1. Ouais. Le team lead, à l'époque, j'étais un plus jeune développeur, là, il y a très très longtemps de ça, là. Le team lead, jour 1, me dit, t'es-tu prêt à faire de l'overtime? Jour 1. Jour 1. Lui, il avait l'expérience, il savait. Il savait. Wow. Fait à tous les jours, on faisait quelques heures d'overtime parce que on savait que c'était un site web pour une émission de télé. Là. C'était pour pas avoir à courir à la fin, c'est ça? Exact. Sauf que là, vers on va dire le deuxième tiers du projet, là, on approche d'une date butoir. Là, c'est une émission de télé, là. Faut sortir le site, on n'a pas le choix. Là. L'émission commence à telle date, il faut que le site soit prêt. Là. Et donc là, ce qui arrivait, c'est que les gestionnaires, les managers nous convoquaient les deux en meeting. On passait 1 heure, des fois 1h30, 2 heures à essayer de les convaincre qu'on allait livrer à temps. Puis là, on négociait un peu qu'est-ce qu'on allait mettre, pas mettre, tout ça. Mais tous les jours! Tous les jours! Fait que le soir, on faisait 1 à 2 heures d'overtime pour compenser. Fait que t'aurais pu passer ces heures-là à travailler à la place? Oui. Ben, OK. Hey, j'ai commencé à avoir mal au cœur, fait qu'on va passer à l'autre sujet. OK? Fait que ça, c'est la méthode, on va dire, conventionnelle. Conventionnelle, la convention. Ouais. Et là, on va commencer à parler quelque chose qui s'approche un petit peu plus de notre expertise, l'agilité. Pour ceux qui ont déjà fait ça, vous avez déjà entendu parler des points d'effort. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que l'agilité, OK, faut pas oublier que c'est, on a essayé un petit peu de briser ce qu'on faisait justement la méthode conventionnelle, hein? D'arrêter de comparer des heures pour une équipe puis des heures pour l'autre. C'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences, qui a la même vitesse, qui a la même ancienneté, tu sais. Donc, on s'est dit, on va essayer de pouvoir utiliser quelque chose qu'on peut quand même comprendre qu'est-ce que ça veut dire, sans nécessairement pouvoir dire, comme, regarde, elle a fait plus vite. Oui, mais elle a travaillé 12 heures. Mais fait que les dates, tu sais. Fait qu'on essaie d'enlever un petit peu la dimension d'heure là-dedans. Oui, mais c'est parce que, tu sais, si on revient à la base d'agilité, c'était surtout aussi pour être capable de finir les projets, parce qu'il y avait beaucoup de projets qui duraient 1 an, 2 ans, qui étaient cancellés vers la fin pour manque de budget ou peu importe. Donc là, on s'est dit, ça nous prend une meilleure façon de livrer de la qualité, de livrer de la valeur. Ben il faut estimer combien de temps ça va prendre. Donc là, cette idée de la vélocité d'une équipe, la vélocité, c'est calculé généralement en points. On va estimer chaque morceau, donc chaque élément du projet. Si on parle d'un développement logiciel, par exemple, on va découper le développement du logiciel en plusieurs fonctionnalités. On va décrire ces fonctionnalités-là dans ce qu'on appelle des user stories. Un carnet de produits, appelez ça comme vous voulez. Hein? C'est des récits. C'est ça. On met cette liste de récits dans un backlog, un carnet. Et chaque récit a un poids qu'on va lui mettre en points. Et ces points-là représentent la complexité, la difficulté de livrer cet élément-là. Moi, je l'ai tout le temps expliqué, c'est un mélange de complexité, de risque et d'effort. Exact. Dans quel sens? D'abord, avant de commencer à parler des points, c'est souvent représenté avec la suite de Fibonacci. Hein? Donc, la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Après ça, c'est 21 normalement, mais avec Scrum, on a arrondi à 40, puis 20. C'est ça, parce que normalement, c'est 21, 31. En fait, c'est chaque chiffre est la somme des deux chiffres d'avant. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 8, ça fait 13, etc. Fait que là, nous, on a arrondi avec 20-40 pour finir. C'est rare qu'on va jusque-là, mais ça dépend. Puis si vous mettez ces chiffres-là sur une courbe, vous allez voir comme une espèce de courbe ascendante. Là, c'est quasiment, c'est presque exponentiel. Mais cette suite-là, c'est un modèle mathématique qui existe depuis un bon moment. Et on a décidé, en agilité, d'utiliser ce modèle-là pour démontrer qu'il y a différentes tailles. Et une chose super importante qui est souvent oubliée, c'est des tailles relatives. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on compare les éléments les uns avec les autres. Donc,
Un 1 ou un 2, c'est quelque chose qui est plus petit qu'un 3 ou un 5. Puis un 3 ou un 5, c'est plus petit qu'un 8 ou un 13. On oublie ça souvent. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui vont prendre des récits étalons. Hein? Un récit que tout le monde connaît. Oui. Tout le monde a participé, qu'on l'a fait pour vrai. Puis ça, tout le monde comprend que c'est un 8. Fait qu'on compare avec celui-là. Exact. Mais là, on a commencé à aller trop loin. Complicité, risque et effort. Parce que les trois choses, c'est complètement différent. Puis il faut prendre les trois en compte. Complexité, ben, c'est quelque chose qui est complexe. Tout est interconnecté. Hein? C'est bien compliqué à faire. Il va falloir démêler ici, démêler ça, etc. Le risque, ça, c'est une autre histoire. Il y a plein de risques qu'il peut y avoir. Okay? C'est généralement des risques, c'est des risques que tu ne sois pas capable de le faire, des risques que ça bloque, ou carrément c'est comme des risques que ça crée des risques. Okay? Puis effort, lui, ça dépend un petit peu comment tu le perçois. Moi, j'essaie de le comprendre comme étant, tu sais, oui, c'est complexe, oui, c'est risqué, mais je le maîtrise bien, fait que je pense que mon effort, c'est à peu près ça, tu sais. Ben, c'est ça, ça peut être difficile parce que c'est une technologie nouvelle, ça peut être, ça va prendre un expert ou une expertise spécifique pour y arriver, ou ça va me prendre beaucoup de temps parce que c'est pas dur, mais c'est juste long parce que je dois faire du copier-coller, puis... Il y en a, c'est comme ça que j'explique, tu peux avoir une affaire super... Y a-tu quelque chose de plus simple que copier-coller 8000 lignes? C'est très simple. C'est super simple. Mais le risque va être élevé parce que ça se peut que tu te trompes. C'est si ça. Si tu te trompes, ça peut avoir un impact vraiment grand. Puis il va falloir tout démêler après pour revenir et recommencer. Fait que ça, c'est quelque chose qui est simple, mais risqué. T'sais? Ouais. Donc, fait que vous voyez un peu l'exemple. Fait que généralement, on regarde le travail en équipe, on vote. On n'en parlera pas trop, là, mais on fait du poker planning. Hein, c'est on vote sur... Moi, je pense que c'est un 5, puis toi, tu dis que c'est un 8. Là, généralement, tu as un Scrum Master qui fait, OK, 5, 8, je vais vous entendre. Pourquoi? Ben, exact. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui comprend quelque chose que l'autre n'a peut-être pas compris. Cette discussion-là, quand on fait des estimés, elle est essentielle. Puis c'est pour ça que ça prend toute l'équipe qui est là, pour que toute l'équipe comprenne la discussion et pas envoyer juste quelqu'un voter pour l'équipe. Exact. Donc, en résumé, ce genre d'estimation-là, c'est fait par l'équipe, pour l'équipe. L'échelle de points qu'on utilise à la suite de Fibonacci ou une autre, l'échelle de points, c'est relatif aux récits, aux éléments que cette équipe-là va travailler. Et donc, ce n'est pertinent que pour cette équipe-là, parce que une autre équipe va estimer peut-être le même genre de travail, mais l'autre équipe va estimer d'une autre façon, son étalon va être différent, et donc, on peut pas comparer. Ouais, t'as juste des juniors. Ça se peut que tout soit des 20, hein, parce qu'ils comprennent rien du système encore. Ben, pas nécessairement des 20, mais ça se peut que leur 5 à eux, c'est une moyenne pour eux, mais c'est plus long, plus difficile que le 5 d'une autre équipe. Donc, mais cette équipe-là, elle s'engage tout le temps à 30 points. Pourquoi vous autres, vous engagez juste à 15? Ça, là, c'est une mauvaise pratique, là, c'est ça. Ben, il y a la taille de l'équipe qui va avoir une influence, la durée du sprint. Une petite équipe avec un sprint d'une semaine versus une grosse équipe avec un sprint de 4 semaines. On peut pas comparer, là, c'est sûr. Il y a une couple de problèmes avec ça que j'ai, moi, avec les points. Ben, comme on l'a dit tantôt, hein, il y en a qui utilisent cet outil-là de manière très, très méchante. Comme, justement, je me suis déjà fait demander, écoute, ici, la plupart des équipes s'engagent à 30 points, fait que prochain sprint, on s'attend à ce que vous engagez à 30 points. C'est-tu ce qui est arrivé hier? Devine quoi? Vous avez livré 30 points. On a livré 30 points. On a pris exactement le travail qu'on voulait prendre, puis on l'a estimé à plus de points. Ben, you get what you measure, man. Exact. Donc, il faut faire attention à ça, parce que le but, c'est pas de livrer des points. Le but, ça sert à rien, des points. Non, c'est une mesure. Le but, c'est de livrer avec qualité un produit de qualité. Donc, les points, c'est une mesure. C'est pour nous donner un ordre de grandeur. Regarde, la manière que je l'ai expliqué à des gestionnaires qui avaient de la misère à comprendre, c'est que la vélocité, c'est quelque chose qui est mesuré après coup. C'est un résultat. C'est pas ça qui définit le futur. Oui, exact. Ça nous aide, en tant qu'équipe, à pas prendre trop de travail pour pas être capable de rien livrer. Qu'est-ce qui arrive quand tu mets trop de papier dans une imprimante en disant « Voyons, imprime donc, maudite chienne! » Elle fait un paper jam, il n'y a rien qui sort. C'est exactement ça qu'une équipe va faire aussi. Si tu lui donnes 3 fois le nombre de travail, tu sais. Ben, c'est ça. Puis on veut pas exiger un nombre de points à une équipe. Le nombre de, comme tu dis, c'est un résultat. Il faut que l'équipe estime combien de points. Ouais. Et là, c'est que sprint après sprint, l'équipe
a une tendance. C'est ce qu'on appelle la vélocité. C'est l'équipe a la tendance à livrer 30 points par sprint ou 15 points par sprint. On va pas lui demander 80 dans un sprint tout d'un coup. Ben, si on fait ça, ce qui va arriver, c'est que l'équipe va tricher et va multiplier les points. Va tricher. Non, mais tu sais, mettons que tu lui demandes tout ce travail-là doit être fait, mais ça représente 80 points. Mais vous avez fait d'habitude 30. Qu'est-ce qui va arriver? Ils livreront pas. Ben, c'est clair. That's it. Ou bien ils vont carrément juste dire non. You're setting us up to fail. Puis ça, n'importe une équipe qui est capable de dire non, c'est une bonne équipe. Oui, mais souvent, les équipes ont de la pression. Ben bref, vous savez ce qu'on veut dire. Oui, absolument. Évidemment, il y en a beaucoup qui vont essayer de traduire les points en heure. Ah, fait qu'un 8 points, c'est tant d'heures. J'ai déjà eu, moi, 40 heures d'une journée, d'une semaine, 40 heures d'une semaine, hein. 40 points. Et là, vous êtes, non, mais c'est comme, là, vous êtes 8 programmeurs, 5 points par, 5 programmeurs, 8 points par sprint par personne, ça fait tant, fait que je veux tant. Points par sprint par personne. Ben, c'est ça, la vélocité, c'est super important, c'est la vélocité de l'équipe, voilà. C'est pas individuel, parce que quelqu'un qui fait quelque chose dans le sprint, ça peut être long, mais avec un pointage plus faible, parce que c'était facile, c'était simple, mais c'est juste long, parce que c'est... Ouais, lui, il avait pas compris, puis il mettait des points par personne. Fait que bref, il faisait du conventionnel avec une saveur agilité. Là, ça revient à rajouter une couche de complexité sur les estimations en heure. Exact. C'est une perte de temps. Ouais. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que il y avait un effet pervers à ce qu'il demandait. Parce que s'il s'attend à chaque personne fasse 8 points par sprint, le senior qui aide tout le temps les juniors, là. Ouais. Il fait moins de points, il aide les autres. Il fait moins de points, il aide les autres. Fait qu'il a arrêté d'aider les autres, puis lui, il a fait son 8 points, toutes les autres n'ont pas livré leur affaire. C'est ça. Mais dans le même ordre d'idée, moi, j'ai vu des pointages là très, très faibles, dans le sens, l'équipe qui livre sur un sprint de 3 semaines, 1 point, 2 points, 3 points. Mais parce que l'échelle, les estimations dans leur backlog, il y a pas de nuance. Tout est 1 ou 2 points. Donc, il n'y a pas de nuance. Après ça, c'est difficile de comparer. Mais ça prend vraiment une moyenne autour de 5 points. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est très rassurant pour un manager de savoir que les affaires sont toutes 1 ou 2 points. Hein? Je reviens. C'est un outil pour l'équipe, par l'équipe. Ça devrait même pas sortir de l'équipe. Les managers devraient même pas savoir que ça existe. Nous, dans nos reviews, petite parenthèse, et je termine là, on expose le nombre de points qu'on a fait dans le sprint. Et j'ai bien averti que la minute où c'est utilisé contre l'équipe, il n'y aura plus de points dans notre review. C'est bon. T'avais eu une petite histoire, toi, de problèmes là, que ça avait causé les points. Ça a rapport avec les points, ça? Avec un backlog. OK. Ça a rapport avec les estimations. Ouais. OK. Les estimations dans une entreprise, on dit conventionnelle. Les grandes entreprises fonctionnent un peu toujours de la même façon. C'est qu'on a des projets. Ouais. Puis les projets doivent être associés nécessairement à un budget, parce que c'est comme ça qu'on va chercher de l'argent. Mm-hmm. Et donc, on estime les projets que notre équipe va être capable de faire souvent de façon annuelle. Puis là, on dit, voici les projets, voici les budgets que vous avez pour ces projets-là. Et donc là, les équipes commencent à travailler. Maintenant, quand on insère de l'agilité là-dedans, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on va pas nécessairement suivre des plans linéaires. Ouais. On va commencer à estimer en points, on va faire des sprints, tout ça, on va atteindre une certaine vélocité, mais surtout, on va probablement couper dans le gras, c'est-à-dire on va réduire le gaspillage ou éliminer le gaspillage. Donc, des choses qu'on se rend compte que, on n'a pas besoin de faire ça. Mais on le fait pas. Ça n'a pas de valeur, c'est beaucoup moins important. On pourrait ne pas le faire tout de suite. Ou carrément, on n'en a pas besoin. Ouais. Et donc, on peut faire autrement. Et donc là, ça se peut qu'on se mette à sauver du temps. Moi, ça m'est arrivé dans un coaching agile où je coachais des équipes Scrum. On a réussi, en 10 mois, à livrer tout le backlog. Le backlog était vide. Mais notre backlog, il représentait 12 mois de travail. Vous avez fait le party pendant 2 mois? Ben non. Pourquoi? Parce que là, notre backlog était vide. On n'avait plus de projet. Plus de projet. Plus de budget. Plus de budget.
Comment est-ce qu'on paye les gens? Parce que c'est à ça que servent les feuilles de temps. Les feuilles de temps, c'est pour mettre tes heures dans le projet sur lequel tu as travaillé. Mais si le projet est livré, le projet est fermé. Et si le projet est fermé, on ne peut plus facturer dans ce budget-là. Et donc, on ne peut plus payer notre monde. Et donc là, si tous les projets sont fermés, on n'a plus de budget pour cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une dépense. Mais, et là, je vous parle, là, c'est dans une très grande entreprise canadienne. C'est pas une entreprise qui va manquer de projets, mais c'est une entreprise que la façon de planifier son année est basée sur un modèle où il faut presque absolument livrer toujours en retard pour être certain d'avoir le budget complet. Parce que si on livre d'avance, on perd notre budget. L'argent, elle disparaît. Elle reste dans les poches des sponsors, les promoteurs de ces projets-là. Okay. Donc, ça crée une dysfonction intéressante. C'est que là, on est obligé de couper des gens qui ont super bien travaillé pendant 10 mois. Ben, comment on va faire? On les coupe, ces gens-là, ils reviendront plus, là. Ils vont se trouver un emploi ailleurs. Ils sont perdus, là. C'est parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire. C'est comme ça que ça marche, le business. On peut pas commencer à ouvrir des nouveaux projets en octobre, là. C'est juste en janvier qu'on fait ça. Ça pourrait être un sujet de podcast en entier, ça. Là, les amis, il nous reste 2 autres approches à parler. Mais avant, là, on va donner un petit break. Hein? On vous envoie voir notre ami Nicolas Quévillon, qui va encore nous parler du monde qui brûle. Voilà! Bonne chance. Les pirates. C'est le moment que vous attendiez tant, où le building derrière moi est en feu, et on reçoit Nicolas Quévillon, avec son chapeau de pirate, vient nous raconter des énormités vraies du monde, du travail puis de la société. Il fait la job sale, hein, que moi, je fais juste chialer, là, ben lui, il explique. Pourquoi faut chialer? Ben, là, t'es trop généreux, parce que moi, j'allais dire, justement, je suis là un peu pour chialer aussi. J'essaie d'expliquer aussi. Mais j'essaie de faire avec un peu plus de détails ce que ta belle-mère ferait. C'est-à-dire, elle n'apporte aucune solution et te pointe tous tes problèmes. Si je peux me permettre, pour nos auditeurs européens, chialer, ça ne veut pas dire la même chose au Québec. Ça veut dire se plaindre. Oui, se plaindre. Ouais. Ne pas être content et de façon publique. Fait que je vais vous parler de quelques petites anecdotes que j'ai trouvées de l'actualité. Tout ça. Avez-vous entendu parler de Spotify? Complètement inconnue. Je paye pas pour ça, là. Ben non, personne, hein? Moi, Fait que Spotify, ils ont fabriqué un petit gudu que tu peux mettre dans ta voiture si tu n'as pas une voiture avec ou un téléphone intelligent ou quoi qui fait quelque chose de bien. Okay. Ça s'appelle le karting, la patente à auto. Mm-hmm. Alors, ils viennent d'annoncer récemment que la patente à auto, ben, finalement, elle va être discontinuée, puis elle fera plus rien, finalement. Bon. Fait qu'au début, quand ils ont annoncé ça, tout le monde s'est dit, ben, ça devait être une patente. C'est un peu comme, tu sais, Netflix qui se sont dit, hey, j'arrête d'envoyer des films en DVD par la poste. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Netflix c'était ça au début, avant d'être l'application. Ils envoyaient des films par la poste, puis tu les renvoyais. Ben, Spotify, ce karting-là, savez-vous quand est-ce que ça a été lancé avec grande fanfare pour environ $100 US? Non. En 2022. OK. Ça fait pas tant longtemps. Hein? Non. Fait que là, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans l'annonce initiale, parce que vous devez avoir spoiler alert, alors il y a eu d'autres annonces après parce que ça a été un peu fiasco, leur annonce initiale. Ils ont dit, ouais, ben il n'y a pas grand-chose à faire avec cette patente-là, alors débarrassez-vous-en en suivant les consignes locales d'enfouissement de déchets, puis de tout ça. Bref, ton déchet électronique, c'est un déchet électronique maintenant, cette patente. Donc, pas de remboursement, là. Pas de remboursement, pas de retour. Crédit sur l'abonnement Spotify. Pas de crédit, ça marchera plus. That's it. T'as acheté ça pour 100$ il y a 2 ans. Ben, étouffe-toi, man. Un peu comme ce qui se passe quand t'es dans un bureau en feu. Alors, les gens, sans grande surprise, furent outrés. Mais tu sais, quand je dis outrés, là, c'est pas dans une vraie place outrés. C'est une fausse place qui s'appelle Twitter, là. Les gens, ils se fâchent, là. Puis là, après ça, ils crient, puis tu sais, comme, c'est tout faux.
Fait que les gens ont dit, mais ça n'a pas de bon sens. Et là, il y a des gens qui ont pointé l'ironie de Spotify sur leur site web qui parle de leur mission écologique. Ben, À quel point ils font des trucs renouvelables, puis qu'ils font attention, puis que, tu sais, ils font du gros greenwashing. Là, oui, on fait ça. Et là, tout d'un coup, pas de solution. Puis là, les gens, ils disent, mais c'est donc bien niaiseux, cette affaire-là. Il aurait dû juste rendre le code source public. On appelle ça le open source. Pourquoi pas rendre ça public? Puis là, il y a une gang de hackers vertueux qui vont, eux, ramasser la balle qui est en fait une boule de fumier brillante échappée par Spotify, puis ils vont la polir jusqu'à temps que ça brille. C'est un peu ça, finalement, le open source de cette cochonnerie. Je peux pas laisser faire ça, voyons donc. C'est pas payant, ça. Ben non, hein? Ben oui, mais tu sais, entre ça puis en faire un déchet, pourquoi pas? Puis là, les gens se sont suffisamment outrés. Spotify avait toujours pas répondu. Mais il y a quelqu'un un peu futé qui a été cherché sur GitHub, une plateforme pour mettre du code source, puis il a dit Hey, vous êtes un peu des patates. Il est déjà open source, ce Gudus-là. Puis ça marche avec Linux. Linux, qui est un système d'exploitation gratuit, pour ceux qui ne savent pas. Libre, le code source est accessible à tous. Fait qu'ils l'ont comme déjà open source. Puis là, il y a des gens qui sont mis le nez là-dedans et ils ont dit Ah ouais, ben pourquoi ils l'ont pas dit, tu sais, tout simplement, tout ça. Je sais qu'ils voulaient pas que tu ailles voir. Ils voulaient pas que non, attends, ils voulaient que tu ailles voir, parce que quand c'est open source, t'as pas le choix. Mais le problème, c'est qu'ils voulaient pas vraiment travailler fort pour développer cette patente-là, fait qu'ils l'ont rendu public. Et en plus, quand les gens sont mis à démantibuler le truc, ils se sont rendus compte que c'était une bouse, puis qu'il y a à peu près pas de mémoire, pas de puissance processeur là-dedans. Fait que même en étant un hacker du premier Nintendo ou du Commodore 64, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec la karting de Spotify. Eh bien. Fait que voilà. Du beau corpo BS. Il y a quelqu'un qui avait un business case, qui l'a bien vendu, puis ils ont dit oui, puis c'est ça. Cette personne a sûrement eu un gros bonus, une promotion, et elle fait plus ça maintenant. Et qui ont fermé le projet. Bon. Ou la personne a quitté. Oui, c'est ça. Fait que là, il n'y a plus personne qui savait quoi faire avec ça. OK. Ah, je pleuris. Veux-tu passer au prochain? Parce que sinon, je vais pleurer. Ben, je vais en faire un petit cours quand même. Ouais. Au début de l'année, Sony, une compagnie aussi qu'on n'a pas entendu parler bien. Eux, ils offrent une plateforme multimédia en ligne qui te permet d'acheter des films. Okay. Fait que tu vas acheter le film en version numérique, tu t'en vas là-dessus. Ça semble raisonnable. Tu l'achètes. Okay. Tu l'achètes, mais tu n'as pas de bouton vraiment téléchargé. Hein? Puis c'est dans un format propriétaire Sony bizarre, tout ça. Puis au début de l'année, ils ont envoyé des courriels aux gens, tu sais, des courriels qui vont probablement tomber dans les spams. Puis ces courriels-là, ils disent vous êtes propriétaire d'un des 1500 titres de notre plateforme en ligne de films et de séries. Puis, ils ne seront plus disponibles sur notre plateforme à partir de maintenant. On décommissionne. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les gens ils ont cliqué sur acheter. Ils ont payé un prix, comme s'ils achetaient un DVD, mais en version numérique. Puis là, ils ont dit, ça sera plus disponible. Fait que t'as pas l'option de OK, c'est correct, vous fermez la cuisine, je vais prendre un doggy bag, puis je vais m'en aller avec ma bouffe. Je vais prendre take-out. Non. Fait que ce qu'ils ont offert, c'est tout. À la fin du mois, t'as plus accès à tes films que t'as achetés. Alors, encore là. Laisse-moi deviner. Ça a fait scandale, Sony est en train de fermer. Si seulement. Alors, non. Puis Sony, ils sont tous un peu dans l'eau bouillante récemment parce qu'ils font aussi des annonces publiques pour réparer des cas de fiasco de relations publiques et ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Un exemple, c'est qu'il y a un gros jeu en ligne qui est vraiment populaire qui s'appelle Helldivers 2 qui est sorti. Puis le publisher, le distributeur de ce jeu-là, c'est Sony.
Ouais. Fait que là, faut pas blâmer le studio lui-même. Ils ont besoin de s'accoler avec un espèce de géant monstrueux comme Sony pour être capable de distribuer à grande échelle puis faire la publicité pour leurs jeux vidéo. J'imagine pour la PlayStation. Puis PlayStation, PC, etc. Okay? OK. Alors, Sony, ça fait quelques mois déjà que le jeu est sorti. Et là, tout d'un coup, ils ont dit « Ah, ben pour jouer à ce jeu-là, vous allez devoir vous créer un compte PlayStation Online. Vous êtes obligé de faire ça maintenant. Vous ne pouvez plus prendre votre compte, machin, tout ça. Vous devez vous créer un compte PlayStation pour faire ça. » Fait que là, déjà, les gens, ils n'aiment pas ça, hein, parce que créer des comptes chez PlayStation, qui a une super bonne réputation pour se faire hacker à tous les 4 ans, déjà, c'est pas le fun. Puis deuxièmement, pourquoi tu ferais ça? Tu peux déjà jouer, man, en ligne. Genre, pourquoi? Et là, c'est devenu obligatoire. Ben Okay? ouais. Là, les gens ont protesté, ils n'étaient pas contents. Ils sont mis à tanker les avis sur le jeu vidéo. Et puis là, dans le fond, un des gros problèmes, c'est qu'il y a 154 pays, je crois. Je vois de mémoire là-dessus, citez-moi pas sur le chiffre. Allez, faites vos propres recherches. Ça, c'est le mot qu'il faut pas dire. Ça, c'est la phrase qu'il faut pas dire. Mais il y a 150 quelques pays dans lesquels tu ne peux pas te créer un compte PlayStation. Le service n'est juste pas disponible. Fait qu'il y a des gens qui ont acheté le jeu dans ces pays-là et qui ne pouvaient plus jouer. Ils peuvent plus jouer. Ils peuvent juste plus jouer parce que le compte est devenu obligatoire. Fait que puis il n'y a pas de remboursement à faire, là, évidemment. Parce qu'ils ont acheté ça sur des plateformes qui ne sont pas nécessairement PlayStation. Ils peuvent l'avoir acheté en ligne avec une plateforme digitale comme Steam. Puis ils peuvent pas jouer maintenant. Puis là, Sony, après beaucoup de protestations sur le monde qui n'existe pas vraiment, le Twitter ou le Montreal et autres, ils ont décidé de faire volte-face, puis ils ont fait une annonce, puis ils ont dit non, on comprend, on va enlever le prérequis de faire ça. Puis là, tout le monde a fait OK, on a gagné, guys. Ben, à ce jour, ils l'ont pas encore enlevé, finalement. Ça fait plusieurs semaines de ça. Puis, ils l'ont, là, j'ai entendu dire qu'ils l'ont fait, là, peut-être, mais tu peux juste plus acheter le jeu dans les pays où tu peux pas créer un compte PlayStation. Puis les gens qui... Fait que dans le fond, ils ont tout bloqué. Finalement, les 150 quelques pays, eux autres, ils peuvent plus avoir... Je vais sortir le meme de Archer. You want piracy? That's how you get piracy. Ouais, exact. Exact. Écoute... Puis écoute, ça me surprend pas parce qu'ils s'en vont tous vers ça. Non seulement tu veux jouer à ton jeu sur ta plateforme, ton PlayStation, ton Xbox, ton PC, faut que tu te crées un compte, puis là, chaque distributeur, chaque publicateur ou publisher là, de jeux veut que tu crées un compte sur sa plateforme. Écoute, moi, avec mes enfants, là, parce qu'on a une PlayStation, on a la Nintendo, puis on a des jeux sur PC. Puis il a fallu que je me fasse une matrice virtuelle là, dans Mural là, pour comprendre quel compte est associé à quel email, avec quel nom d'utilisateur, pour essayer de retracer mes mots de passe. Parce que là, je me retrouve avec 12 comptes différents sur différentes plateformes. Puis tout ça, c'est parti du moment où Microsoft a acheté Minecraft. Parce que mes enfants jouent à Minecraft. Puis là, soudainement, du jour au lendemain, il fallait créer un compte Microsoft pour pouvoir maintenant jouer à notre Minecraft qu'on avait déjà, qui fonctionnait, là, il y avait zéro problème. Mais là, à partir du moment où Microsoft les a achetés, là, ils ont donné un délai, là, puis à partir de telle date, il fallait que je crée un compte Microsoft pour chacun des abonnements Minecraft qu'on avait. Mais t'as touché un point, puis c'était comme au clou du spectacle dans cette histoire-là, ou plutôt la mouche sur le Sunday en caca. Ben, dans le fond, il y a des jeux que c'est des jeux hors ligne. Par exemple, Sony, il publie le jeu God of War. Ragnarok. Seul, chez vous. C'est un jeu solo. Tu joues tout seul, t'as pas de connexion en ligne, tout ça. Mais là, ils viennent de prendre leur maudite affaire de créer un compte Sony en ligne puis de le forcer dans le jeu-là. Ils ont fait une mise à jour. Et là, maintenant, si tu veux jouer à God of War, tu dois avoir un compte Sony en ligne et être connecté pour jouer. Et
encore là, si t'es un des pas chanceux dans les 150 quelques pays en question qui ne peuvent pas se créer ces comptes-là, ben tu peux plus jouer à un jeu de God of War à partir de là. Bravo. Ne plus pouvoir jouer à God of War, moi je prédis une chose. Ça va faire scandale, puis Sony va fermer. Je sais pas, mais peut-être que cette fois-ci, cette prédiction-là que tu as faite, ça va se réaliser. Who knows? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'un nouveau joueur rentre sur le marché puis qu'ils disent, ben, Nous, on fait pas ça. nous, on fait pas ça, puis là, les gens vont migrer vers cette plateforme-là parce que... Oui, mais ça, c'est un peu comme... d'autres plateformes. Oui, nous, le cloud, c'est un cloud privé, on est tout encrypté, puis blablabla, puis on est vraiment moins cher que les autres. Là, les gens, ils disent, hey, voyons donc, ça vaut bien trop la peine, je vais aller là. Puis là, ils vont là. Puis là, 6-7 ans plus tard, quand les investisseurs ont dit, hey, wow, ça n'arrête pas de grossir cette plateforme-là, puis là, ils ont pitché plein d'argent là-dessus. Là, ce qu'ils font, c'est un phénomène qui s'appelle l'enchitification. Ouais. Ils montent leur prix parce que là eux, c'est rendu facile. Là, c'est juste un petit compteur qui tourne. Monter le prix, là, monter le volume. C'est fini. Là, ils ont fait l'acquisition du marché. Ils ont tout le monde dedans. Puis ils montent le prix. En anglais, on dit un optimal cockbag level. Ouais. Fait que ça, ils mettent ça au plus haut niveau avec lequel ils peuvent s'en tirer. Fait que c'est bienvenue en 2024 et on risque de voir ces cycles-là se répéter hein, parce que on n'a pas inventé ça dans les temps modernes, là, ça se faisait avant. Enshitification, on peut-tu le dire en français, l'emmerdification? L'emmerdification du web, là, on le vit du web, des carrément. Jeux. Ouais. Merci pour rien, Nicolas. Ça m'a fait plaisir de ne pas être là pour votre support moral. Merci pour rien. Ben, on se revoit, j'espère, pas bientôt. Ben, ça me fera, encore une fois, pas plaisir. Parfait. Bye-bye. Bon, Pierre, ça sent un petit peu la fumée. Ouais. Alors, Pierre, il reste deux approches qu'on voulait partager. Des approches que moi, j'ai pas utilisées encore. Toi, tu en as utilisé une des deux très bien. Tu connais un petit peu l'autre. Oui. Donc, c'est un petit peu dans le spéculatif, sauf celle qui est l'approche probabiliste qu'on va parler. Oui. Qui est beaucoup plus dans ton quotidien de canbaneux. Comme vous savez... J'aime beaucoup, honnêtement. Jusqu'à date, c'est intéressant. Comme vous savez, je connais beaucoup le Kanban. Donc, en Kanban, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour estimer si on n'a pas de sprint? Parce que, bon, en agilité, généralement, si on fait du Scrum, on a des sprints, on fait des estimés en points, de la vélocité, tout ça. Mais il y a une autre façon de procéder qui requiert pas d'estimation, en fait, qui requiert pas de points. Pas de tarot non plus? Pas de carte? Non, on va faire des projections, mais basées sur des probabilités. Donc, comment ça marche les probabilités? Ben, c'est un peu comme la vélocité, dans le sens la vélocité, la probabilité, c'est que le sprint après sprint, l'équipe va livrer le même nombre de points dans le futur. Approx. Le problème avec ça, c'est que si on veut se projeter sur un projet, il va falloir estimer tous les éléments du projet. Et donc ça peut être long, ça prend du temps. Oui. Il y a une autre façon de procéder. En Kanban, on n'a pas de sprint, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder le throughput, le débit en français, le débit de l'équipe. Ça ressemble à la vélocité, mais on va y aller avec le nombre d'éléments livrés. Donc, plutôt que de dire, ben là, on estime des points, chaque élément, on va livrer 30 points. Mais 30 points, ça représente un nombre d'items, des éléments qui ont été livrés. Pas. Ça dépend c'est lesquels. Puis d'une semaine à l'autre, ça peut varier. C'est ça. Mais, à l'échelle de plusieurs semaines, on peut établir une moyenne, puis dire, ben, notre équipe, en moyenne, va livrer, par exemple, je sais pas, 8 items par semaine. Ben, on sait que 5 semaines, les 5 dernières semaines, on a livré 40 items. Donc, c'est 8 par semaine, c'est notre moyenne. Mais les chances sont que la même équipe va livrer 8 items par semaine pour les 10, 20, 30 prochaines semaines. Avec une espèce de marge d'erreur, j'imagine. Parce que tout le travail n'est pas équivalent. Ben, exact. Et donc là, il y a on peut sortir des modèles mathématiques
pessimiste et optimiste et dire, Ouais, avec % plus, % moins. Ben, c'est ça. Fait que si, de façon pessimiste, l'équipe livre juste 5 items par semaine pour les 30 prochaines semaines, ça va être moins. S'ils sont capables d'en livrer 10 par semaine pour les 30 prochaines semaines, ça va être plus. La vérité est quelque part entre les deux, parce que leur moyenne, c'est 8. Donc, ça revient à la même chose que la vélocité, sauf que on enlève l'aspect estimation qui rajoute une marge de risque, marge d'erreur potentielle. Mais aussi, c'est là qu'il nous permet d'avoir des conversations importantes. Fait que c'est aussi un risque de ne pas faire des estimés. Après ça, l'équipe prend ce qu'elle... On sauve du temps, par exemple. On sauve du temps parce que c'est du temps d'estimation qu'on ne fait pas. Ouais. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on regarde justement les 5, 6, 7 derniers sprints ou dernières semaines. Parce que ça peut marcher en scrum aussi. Là. C'est pour ça que je me suis échappé, j'ai dit sprint, là, mais des sprints, c'est une durée de temps. Là. Ça peut être 1, 2, 3 semaines, 4 semaines. Si vous le faites par semaine ou vous le faites par période de sprint, ça revient au même. Ouais. Vous calculez combien d'éléments sont sortis. Donc là, on parle d'éléments terminés, là, pas « Ah, j'ai presque fini, mais c'est pas fini. » 95% fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, il compte pas. Ça compte pour 0. Livré, ouais. On va calculer exactement le nombre d'éléments livrés. Puis là, on dit « Ouais, mais là, j'avais presque fini. » C'est pas grave, vous allez finir la semaine suivante, il va compter dans l'autre semaine. Ça va se balancer. Ça va se balancer tout seul à l'échelle de plusieurs semaines. Donc là, à partir de là, ben, on peut facilement dire, ben, OK, tel projet, 500 éléments dans le projet. Ben, pas de problème. Notre équipe fait tant par semaine. Les chances sont que, à 90% de certitude, on livre à telle date dans le futur, basé sur le nombre de semaines en se projetant. Donc ça, c'est de la probabilité. C'est une approche probabiliste. Comme la météo. Comme la météo, c'est exactement ça. On regarde les modèles, on regarde avec des cartes satellites, l'état de où sont les nuages, tout ça, puis on sait que les vents poussent dans telle direction, mais il va y avoir une petite variation là, de la direction potentiellement. Donc, c'est comme ça qu'on peut se projeter dans le futur. Et comme dans les chargés de comme dans les projets, hein, la météo, des fois, ben, elle a tort. Ben, en fait, ce qui est important avec ça, c'est de réajuster la prédiction à mesure au fil du temps. Donc, si une semaine, vous en livrez moins, ça va affecter la date au final. Parce que ça va affecter la moyenne. Ben, c'est sûr, une semaine sur plusieurs, peut-être ça n'a pas un gros impact. Mais semaine après semaine, si on voit une tendance à diminuer le nombre d'éléments livrés, ben nécessairement, ça va affecter la probabilité. Ouais. Donc, on peut réajuster la prédiction à chaque semaine. C'est la beauté de la chose. Ouais. Un petit peu comme la météo, hein, parce que je viens de faire un parallèle dans ma tête. Il se passe plein de choses dans ma tête, puis il y a des nuages aussi. Un lien entre l'agilité et puis la météo, c'est que, je sais pas si tu te souviens, le Scrum Guide, hein, donc c'est un petit peu le guide de la méthode. Oui, je vais vous faire capoter la méthode du Scrum. Le cadre! Qui disait essentiellement, là, avant 2016, l'équipe s'engage sur un nombre de points livrés en fonction de sa vélocité. S'engage. Commitment. Ce mot-là, s'engage, a été abusé d'une manière assez incroyable par tous les managements du monde. Et ils ont changé le terme en 2016 pour forecast. Oui, parce que les prévisions. C'est un engagement! Engage-toi! C'est ça, avec ton sang. Fait que forecast, c'est un terme de météo, ça. C'est une prévision. C'est ça, exact. On prévoit, puis des fois, ça arrive pas. Exact, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est facile estimer quand est-ce qu'on va commencer quelque chose. Ça, c'est bon. C'est ça qu'ils devraient demander à la place. Puis on sera pas capable de répondre parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on finit l'autre affaire. C'est ça. Non, mais c'est facile d'avoir une idée quand est-ce qu'on commence quelque chose, mais quand est-ce que ce quelque chose-là va se terminer, c'est dur de s'engager à la fin de quelque chose quand on l'a pas commencé. Il aurait fallu demander là quand est-ce qu'elle va finir la pandémie là. Hein? Quand est-ce que tu t'engages à la fin de la pandémie, Monsieur Legault? Fait que ce qu'on comprend, c'est de cette approche-là, c'est que c'est dans un système qui est plutôt stable. Ben, il faut stabiliser le système. Il faut que ça prenne. Il faut que le système soit stable. Oui. Il faut que ça soit prévisible. Ben, c'est pour ça que la météo fonctionne, parce que la planète Terre, dans le système solaire... C'est tout le temps la même mot.
c'est un système qui est stable. L'année est, je veux dire, 365 jours et un quart. C'est stable, tu sais, ça change pas beaucoup, là. Ça commence à changer, mais ça, c'est les... On parlera pas de changement climatique, ça me tente de dormir cette nuit. Encore une fois, on n'en parlera pas, mais il y a des modèles derrière ça. Donc, les scientifiques sont capables d'établir des modèles, donc sont capables de prévoir des choses. C'est bon. Et donc, il faut stabiliser le système. Ouais. Comment on stabilise le système? Tu cloues par terre. Je sais pas, Pierre. Tu mets un boulet? Donc, en fait, en Scrum, il y a une façon très simple de stabiliser le système. C'est équipe dédiée. Ouais. On change pas l'équipe. Et, une autre chose importante, la durée des sprints, elle doit pas changer. Ouais. Elle doit être, chaque sprint doit être de la même durée. Ça prend une constance dans l'équipe. Ça veut dire qu'ajouter plein de monde, ça marche pas? Rajouter du monde, ça déstabilise ton système. Donc, ça aura un impact négatif ou positif. Il faut les intégrer, il faut les coacher, tout ça. Souvent, pas faire en sorte qu'ils vont aller vite tout de suite. C'est pour ça quand on parlait plutôt du système complexe, système simple. Dans un système complexe, les gens doivent apprendre le contexte pour pouvoir être performants. Absolument. Dans un système simple, généralement, la main-d'œuvre est interchangeable. OK. Ce qui n'est pas le cas en ingénierie ou en développement logiciel. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'approche probabiliste, les pirates, ou si vous voulez davantage de détails, allez par la Pierre. Il y a un beau petit Excel avec ça, là, il m'a montré ça, c'est super fun. La dernière approche, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très pirate, puis les gens ne l'aiment pas. Remarque que je suis allé assister à une conférence pour en parler avec un gestionnaire, puis il me dit à la fin, il m'a presque convaincu. Presque. Donc, j'ai mis hashtag devant, parce que c'est un peu comme un mouvement, no estimate. Donc, qu'est-ce que c'est no estimate? On n'estime rien, on fait ce qu'on veut, puis on est libre. C'est parfait, ça. C'est pas aussi simple que ça. Donc, je vais me baser sur un expert en la matière, un porte-étendard de ce mouvement, qui s'appelle Frédéric Leguédois. Je pense qu'il est français ou belge, je suis pas certain, je suis désolé Frédéric, qui avait fait 2 fois, je pense, à Montréal, en tout cas, il y a au moins une fois, parce que j'étais là en 2015. Cessons les estimations. C'est une conférence dans laquelle questionne la nécessité et l'efficacité d'estimer dans le développement agile. En gros, il rit pas mal de tout le monde. Tout le monde. Développeur, Scrum Master, chargé de projet, Product Owner, Manager, il rit tout le monde. Puis il rit surtout du fait qu'on fait tout semblant que toutes les estimés, là, on sait de quoi qu'on parle. Puis ça va tout arriver parfait. C'est jamais arrivé parfait, ça coche. Jamais. Fait que pourquoi on continue de faire ça? Fait qu'il critique, évidemment, le concept d'estimation. Il souligne que c'est souvent perçu comme obligatoire. Effectivement, n'importe quel jeune chargé de projet qui commence son travail... c'est la tradition. Il sait déjà, c'est ça, il sait déjà qu'il faut faire des estimés. Ça peut poser des problèmes, et comme la contradiction avec les principes d'agilité et d'adaptation, au changement, plutôt que suivre un plan. Donc, quand on fait des estimés, si c'est pas suivre un plan, je sais pas ce que c'est. C'est parce qu'on veut faire un plan. En gestion de projet conventionnel, il faut faire un plan. Oui, t'as pas le choix. Ça fait partie d'eux. Ça n'existe pas. Et il faut savoir notre budget puis notre timeline. Ça fait partie d'eux. Ouais. Comme on l'a dit plus tôt, les estimés, ça amène une équipe éventuellement, si elle prend du retard, à couper les coins ronds puis à sacrifier la qualité. Puis c'est la première chose qui part. Parce que tu peux pas toucher au budget en tant qu'équipe. Tu peux pas toucher non plus au scope. Fait que tout ce qui te reste, c'est ce que tu fais. Oui, exact. Tu peux modifier. Exact. Et là, c'est là qu'en agilité, ça devient intéressant si on s'ancre vraiment dans la gestion de produits, par exemple. La gestion de produits, c'est un peu comme si vous développez un nouveau téléphone, un peu comme Samsung ou Apple le fait si bien. Vous avez des dates de sortie de la prochaine version. Vous savez quand est-ce que la prochaine version du produit va sortir. Ce que vous n'êtes pas certain, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dedans. C'est quoi les features? Et donc là, c'est là que ça devient important d'avoir un backlog avec un product owner qui va ordonnancer son backlog par... Priorisé par la valeur. Priorisé par la valeur. Ouais. Donc c'est... Puis, parce que tu sais, sinon, c'est quoi, là? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va payer pour, puis ça va être le monde qui sont en train de faire le travail. Les développeurs, leur santé en souffre. OK? Les estimés peuvent créer ça. Et c'est pas juste en développement, dans d'autres domaines aussi. Ouais. Souvent, si vous voyez des organisations, par exemple, qui vont couper des postes pour sauver de l'argent.
Mais le travail ne diminue pas nécessairement. Coupe la moitié de l'équipe, va aller 2 fois plus long, là. Non, mais là, ce qui arrive, c'est que là, les gens qui restent, pis c'est humain. On va se mettre à prendre en charge ce que les autres sont plus là pour faire. Ouais, jusqu'au burn-out. Donc là, les gens sont obligés de faire du surtemps et ça peut mener au burn-out, effectivement. Donc, on dit dans cette conférence que, by the way, on va mettre le lien, en fait, c'est pas le lien de la conférence, mais une entrevue que j'ai regardée, on va mettre le lien en description. C'est chez nos collègues du Sprinkler. Oh! Éric Laramé et Mathieu Lemaire-Lafont. Donc, ils l'ont rencontré juste avant sa présentation à Keynote. Donc, il dit aussi que c'est crucial de se demander pourquoi et comment on fait des estimations. Puis c'est quoi les conséquences d'en faire. C'est bon, puis... C'est pas quelque chose que la majorité des entreprises vont faire, se poser cette question-là. Hein. Puis moi, par expérience, ça m'est arrivé une fois où je coachais une équipe Scrum, puis ils me disent nous, ça ne tente plus de faire des estimations en points. J'ai dit, OK, pas de problème, mais il faut quand même être prévisible parce que je suis d'accord, vous voulez pas faire d'estimation, mais le patron, il demande quand même quand est-ce que ça va être prêt. S'il a sa réponse, il va être content. Exact. Il n'est pas obligé d'avoir des points comme réponse. Donc là, ce que j'ai fait, parce que de mon jeune expérience de coach agile, je connaissais pas ça, le no estimate. Mais je l'ai fait pareil. Oh! c'est ballsy, hein? Donc, j'ai imaginé un burn-up chart. Donc, le burn-up chart, c'est pas... Je l'ai pas inventé, là, évidemment. Mais l'idée, c'est... on a un objectif. Par exemple, dans notre cas, on avait notre projet, on avait 25 user stories à livrer. Et ce que j'ai fait, j'ai simplement noté la moyenne d'éléments. C'est un peu comme le débit là, du Kanban. Là. Mais j'ai noté, au bout de 5 sprints, là, j'ai noté combien l'équipe livrait par sprint là, ou par semaine. Là. Puis on avait un certain nombre de semaines devant nous. Et au bout je me sais plus si c'était 5 sprints ou 5 semaines, mais j'ai été capable de dire au manager si la tendance se maintient, on livrera pas à temps. T'as fait un Bernard de Rome. OK. Quelques exemples de conséquences négatives qui dit Frédéric Leguédois. Les estimations, ça peut fausser les attentes. Oui. 100%. Entraîner des dépassements de budget. Attends, ça c'est grave, là. Les estimations entraînent des dépassements de budget. Puis, c'est pourquoi? Parce que lui, ce qu'il dit, c'est simple. Tu touches pas au budget. Tout le temps la même chose. Ah oui, dans ce sens-là. C'est ça. Tu touches pas à la date. Tu touches pas à l'équipe. C'est ce que tu vas réussir à faire qui va changer. Fait que bref, on a une date qui bouge pas, on a un budget qui bouge pas, on fait le mieux qu'on peut pour livrer un max de valeur dans ce temps-là. Ouais. Il disait aussi dans une autre conférence, peut-être dans celle-là, je suis plus certain, il y avait des clients qui disaient vous êtes génial, vous autres, vous respectez tout le temps les dates limites. Mais on n'a jamais donné de date. À tous les mois, on livre le mieux qu'on a pu faire dans le mois. Exact. Et vous nous payez au mois. Ben oui. C'est quand même drôle. Mais ça c'est mon rêve, c'est que les gens ils décident du budget sur une période d'une année puis qu'ils disent mais moi mon produit, par exemple, je veux investir 1 million par année dans ce produit-là. Parfait. Mais là ça détermine la taille de l'équipe parce que les gens ont des salaires évidemment. Donc ça détermine la taille de l'équipe. Après la vraie variable c'est qu'est-ce qu'on rentre dans une année? Qu'est-ce qu'on rentre dans 12 mois? Qu'est-ce qu'on rentre dans un trimestre? Qu'est-ce qu'on rentre dans un mois? Dans une semaine? Et donc, c'est là qu'on peut faire de la vraie agilité parce qu'on finance une équipe avec un montant et un délai fixe. Et après ça, l'équipe, tout ce qui lui reste à faire, c'est de livrer de la valeur semaine après semaine. Puis de s'organiser pour livrer de la valeur semaine après semaine. Un bel exemple contraire à ça qu'il donnait, c'est qu'il disait que, par exemple, il y avait un ministère de l'Éducation nationale en France qui avait investi au début 60 millions d'euros dans un projet basé sur des estimés. C'est pas un petit projet. Au final, ça s'est retrouvé à être 360 millions d'euros. Et qu'est-ce qui est arrivé au projet? On l'a coupé en plein milieu. Rien qui marchait. Ah... Fait que, tu sais, tout se faisait en parallèle, là. Donc, il n'y avait aucune fonctionnalité qui était utilisable. Fait que c'était un gaspillage de 360 millions d'euros. Magnifique. Ouais.
Alors qu'il aurait pu faire ce qu'on vient de dire, là. Hein? Puis il y aurait eu au moins, pour 1 an, de fonctionnalités qui marchent. Le pire, c'est que c'est fréquent, ce genre de projet-là. Qu'est-ce qu'il propose comme alternative? Ben, des méthodes sans estimation, hein, pour respecter les budgets et les délais en se concentrant sur des livraisons fréquentes. Fait qu'il faut que tu livres tout le temps. Ben oui. En fait, il a jamais dit « Hey, avec vous, clients, on fera pas d'estimé. » Il a jamais dit ça. Il a dit son historique d'équipe, c'est qu'il livre fréquemment et de la qualité et de la valeur. Fait qu'à partir du moment où tu livres tout le temps puis que t'es prédictible comme ça, hein, c'est pas mal plus facile de te faire confiance. Ben, c'est là l'idée des sprints, parce que le sprint, ça inclut une livraison d'un incrément à chaque semaine. L'incrément, c'est quoi? C'est le produit que tu avais avant, plus l'augmentation que tu lui apportes dans le dernier sprint. Ouais. Puis il note aussi, comme tu disais tantôt, que l'ajustement en continu du périmètre fonctionnel est super important. Donc, évidemment, ça se peut des fois que tu ne livres pas autant que tu aurais voulu, mais il va falloir qu'on ajuste la suite. Mais à partir du moment où tu as accepté ça, si t'es une meilleure équipe du monde, tu vas être correct. Ouais. Puis, bon, il affirme aussi que ne pas faire d'estimation permet de respecter les budgets, parce que les budgets sont sur une période donnée, et puis on ne change pas les dates. Exact. On change juste ce qui va être livré dedans. On ajuste. Ça, c'est magique. Oui. En fait, je vais vous donner le secret de ça, là. Ah. Je vais te donner un secret, Olivier, là. Je t'en ai pas parlé, là. Je te prends au dépourvu, là. Tu ton petit coffre à trésor pour le sortir? Non, On te le laisser chez vous. Sur cette planète, la planète Terre, je parle, le temps, c'est une constante. Hein? Le temps, c'est une constante. Mais non, le temps, c'est de l'argent. Le temps. Tu demanderas à Steve l'emploi. Il y a juste 24 heures dans une journée. Justement. Fait que travaille. Donc, on a environ, mensuellement, 20 jours ouvrables par mois. Ouais. Pas plus, pas moins. Donc, si le temps, c'est une constante, puis que le temps, c'est de l'argent, donc ça veut dire que l'argent, c'est une constante aussi. Donc, arrêtez d'estimer comme si c'était des variables. Le temps, l'argent, c'est des constantes. Qu'est-ce qui est variable pour vrai? C'est combien de valeur vous êtes capable de livrer dans un temps et un budget fixe. Bon. C'est ça la vraie variable. C'est clair? C'est facile? Par rapport à comment tu gères avec les clients, hein? Ben, il dit que c'est assez simple. Tu l'offres la possibilité de changer d'avis à tout moment. Mais il faut qu'ils vivent avec les conséquences. OK, on a travaillé 2 semaines là-dessus, on arrête. C'est fini, là. Ben oui, ben okay? ouais. Mais on passe la priorité aux d'autres choses. Parfait. Tu as perdu 2 semaines, tu sais comment ça coûte. Ben, exact. Tu me payes au mois. Et c'est ça la vraie agilité avec le Scrum. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Maintenant, dans beaucoup d'organisations qui se disent agiles, on a perverti la façon de faire du Scrum pour pas trop froisser les managers qui sont à l'aise avec une approche conventionnelle. C'est humain, c'est ce qu'ils connaissent. C'est humain. Parce que c'est difficile de changer ça. On va se le dire. Ben parce que l'inconnu fait peur. Ouais. C'est pas pour rien là, qu'on s'arrache, j'ai plus de cheveux. Là. On s'arrache tous les cheveux de la tête parce que les compagnies sont pleines d'humains. Ils font de l'humainerie. Ben oui. Mais c'est ça. On fait ce qu'on peut, Pierre. On fait ce qu'on peut. Exact. Je commence à m'arracher la barbe. Tu vois, à ratisser depuis elle est courte, là. C'était la dernière fois. Non. Autrement, c'était pas mal ça, mon cher Pierre. On avait quelques petits trucs. Ben, un truc. J'aime beaucoup ton premier. Écoute, fais des mathématiques simples. Petite anecdote. Quelques années en arrière, je travaille comme coach dans une organisation. Puis là, il y a un nouveau projet qui démarre. Ouais. Et là, on dit, OK, on va livrer ce nouveau service chez le client le 1er juillet l'année prochaine. Puis là, on est fin août, mettons, début septembre. Là, moi, je fais le calcul mathématique très simple. Il reste combien de mois? Septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. Plus, jusqu'au 1er juillet, ça fait 6 mois, ça fait 10 mois. Il reste 10 mois. Là, je leur pose la question, vous avez combien de fonctionnalités dans le backlog? On a 1500 fonctionnalités à livrer. OK, 1500 divisé par, et là, je le fais au tableau blanc, là, derrière moi, là, dans la salle de conférence. 1500 divisé par 10 mois, vous devez livrer 150 fonctionnalités par mois à partir de maintenant. 150 par mois, 20 jours ouvrables, donc c'est
c'est presque 10 par jour. Hein, par jour. 10-12 par jour. 7 à 10 par jour que vous devez livrer à partir d'aujourd'hui, sinon vous êtes déjà en retard. Est-ce que c'est humainement possible? Donc ça, c'est une mathématique simple. Très simple. 1500 divisé par 10. 10 mois. Vous pouvez le faire par jour, si vous voulez. 1500 divisé par 20 Tu peux même jours. le faire avec ta Par calculette. 200 jours. Tu peux le faire avec la calculatrice, si tu veux. Ce serait très simple. Oui, exact. Et donc, faites des mathématiques simples. Est-ce que c'est humainement possible? Divisez le nombre d'éléments dans votre backlog, là, divisez-le par le nombre de mois qui vous reste. Mois, jour ouvrable. Puis après ça, tu peux même y aller par personne. T'sais. Il faudrait juste que vous en fassiez 5 chaque par jour. C'est correct? Il n'y a personne qui va accepter ça, là. S'entends-tu? Mais c'était humainement pas possible. Mais l'idée, c'est pas que le monde dise non à tout prix. L'idée, c'est qu'on se rende compte, tout le monde, c'est une absurdité. inimaginable. Ouais, c'est une absurdité. C'est ouais. Le deuxième conseil, moi, que je voudrais vous donner, c'est ne pas négliger les autres dimensions du travail. Parce que oui, il y a le temps, c'est une constante, on l'a dit tantôt, il y a l'argent, mais c'est pas tout. On parle de la qualité. Il y a aussi le moral des troupes, l'engagement de l'équipe. Ouais. Hein? Si vous avez une équipe qui n'est pas très engagée puis que tout le monde est en train de penser à s'en aller, ça se peut que tu les estimé une fois que ça va être le temps de le mettre en place, ça sera même pas la même équipe qui va l'avoir, qui va le prendre. Exact. OK? Il y a tout ça qui rentre en compte. C'est immensément complexe de prédire l'avenir, puis moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de calcul. Il faut juste essayer d'essayer de se tenir à quelque chose que personne n'est capable de prédire. Je veux dire, si on était capable de prédire l'avenir, toi puis moi, Pierre, on serait trilliardaires en ce moment. Fait qu'on va arrêter de niaiser, là, OK? Ceux qui prédisent l'avenir dans les compagnies, là, ils gagnent 100 000 par année, c'est pas moins. Fait qu'ils prédisent pas l'avenir. Exact. Puis le dernier truc, si vous devez absolument estimer, faites en sorte que les estimations soient faites par ceux qui font le travail. C'est super important parce que dans beaucoup d'organisations, les gens qui décident hey, combien de temps ça va prendre, là, les estimer, tout ça, des fois, c'est un chargé de projet, c'est quelqu'un qui travaille pas dans l'équipe directement, il va pas faire le travail lui-même. Et ça occasionne beaucoup de problèmes. Faites-le faire par l'équipe. Puis oui, ça prend du temps. Si vous asseyez toute l'équipe ensemble. Hey, non, mais t'imagines-tu combien de temps ça prend, là, essayer toute ça coûte cher, une équipe. Oui. T'as juste avoir un gestionnaire qui dit, ben là, ça, c'est 2 jours. Mais imaginez combien de temps vous sauvez si les gens ont la conversation en avance, sont capables de donner un estimé et qui va être, peut-être qu'il va pas faire votre affaire, mais qui va être sûrement beaucoup plus précis que quelqu'un qui décide là sur le coin d'une table. Tant qu'à ça, lancez des dés. Je pensais qu'un estimé, fallait que ça fasse l'affaire du management. Je suis mêlé, là, Pierre! Bon, ben, tu réécouteras l'épisode. Très, très souvent, on n'est pas satisfait des estimés, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? On force une date plus tôt. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, on réussit pas à rencontrer la date. Ou on livre de quoi de tout croche qui plante. Ouais, c'est pas le fun. C'est pas une place de fun white, que tu sois chargé de projet, gestionnaire, même décideur, hein? Oui. T'as justifié des fois à des investisseurs, là. Il y a rien là-dedans qui est le fun. Non, mais on comprend tout ça. Ouais. Mais il faut voir ça d'une façon rationnelle et non pas émotionnelle. Fait que quand... Tu me perds, là, moi, la rationalité. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, on a beau décider des dates, mais si c'est humainement pas faisable de rencontrer la date, même si vous doublez l'équipe, même si vous triplez l'équipe, ça va pas nécessairement fonctionner. Et si on met du AI dedans? Ah, ben là, vous êtes sauvés. Alors, les pirates, j'estime qu'on a fait un pas pire épisode. Je sais pas ça fait combien de temps, Pierre, là, mais on verra une fois que ça sera exporté. Si c'est 50 minutes flush. Mon estimation. Ouais. D'abord, t'as raison, puis je te donne une promotion de chez GoPirate. Tu vas devenir mon chargé de projet en chef. Oh, yes! Là-dessus, les pirates, ben, bonne chance avec vos estimés. Puis venez nous demander des trucs si vous en avez besoin. Hein. Des fois, on a peut-être des lectures pour vous autres. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou écrivez-nous à Ahoy. Ahoy, à commercial, gopirate.com. Ahoy, c'est A-H-O-Y. Et là-dessus, on se voit dans 2 semaines. Bye bye!